Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de MCRTV NF, merci de choisir notre grande édition pour vous informer. À la une, les agents municipaux de la ville de Pointe-Noire observent un mouvement de grève en raison du non-paiement de plusieurs mois de leur salaire. Constat à faire ce jour par nos reporters. Puis, du côté de Mossingeau, dans le département du Niari, les agents municipaux étaient en assemblée générale extraordinaire hier pour écouter le compte-rendu des conclusions de la discussion de l'Union des syndicalistes des mairies du Congo, USIMCO en sigle, avec le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local. Enfin, la gare. La gestion axée sur les résultats sera au centre de notre édito de ce jour. Dans une poignée de secondes, les détails. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, merci de nous accueillir chez vous par le truchement de la lucarne de votre poste téléviseur pour cette session d'information. Dans la dynamique de la gestion des affaires publiques, notre édito aujourd'hui porte sur la gestion axée sur les résultats en sigle GAR. Comme il est de tradition, cet édito est estampillé Moetive Tivrongo que je vous propose de suivre. Notre pays sait commencer des bonnes initiatives dans tous les domaines et même souvent tambour battant. Malheureusement, toutes ou presque se révèlent dans l'épreuve du temps être des feux de paille. Des bonnes intentions de développement sans lendemain, des simples élans de prise de conscience politique, des simples allures de bonne gouvernance, bref, des simples slogans qui meublent les discours politiciens. C'est bien cette façon de faire qu'on qualifie de démagogie politique. Nous sommes en train de parler de la gare, gestion axée sur les résultats, tout le monde s'en souviendra. Ce processus de management, le cas échéant des politiques publiques, a fait parler de lui dans ce pays. Les ministres nous ont fait croire que c'était le véritable changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques congolaises. Hélas, par où est-elle passée, la gare? Quelle est la circonstance officielle? Quelle est l'allocution officielle qui n'a pas rappelé cette orientation du président de la République à l'époque? La gestion axée sur les résultats en sigle GAR. Chaque ministre et même les directeurs généraux ne juraient plus que sur la gare, dont l'on a droit aujourd'hui de se poser la question: par où est-elle passée? Car si justement nos gouvernants s'étaient réellement convertis à la religion de la gestion axée sur les résultats, rendant culte à ce management de bonne gouvernance, nous aurions présentement des résultats tous azimuts de développement, et non ces grèves multiples que le gouvernement nous sert à ce jour, mais copieusement. La gare, par où est-elle passée? Tenez, la gare, une fois appliquée, devrait maximiser les recettes publiques, améliorerait la qualité de la dépense publique, notamment la réduction significative du train de vie de l'État, rendrait la dette publique considérablement soutenable, diversifierait l'économie nationale, accroîtrait le PIB, produit intérieur brut, attirerait les investisseurs, stabiliserait l'économie nationale, le tout sous-tendu par la mise en œuvre rigoureuse du PND, Plan national de développement 2022-2026. Par où est vraiment passée la gare? Cette gestion axée sur les résultats. Lorsque les ministres et autres autorités répètent comme des enfants de cœur à haute et intelligible voix une orientation ou une instruction du président de la République dans leurs différents discours, c'est juste pour lui plaire ou c'est pour rappeler aux adversaires politiques que c'est le management du président de la République, alors qu'il n'existe qu'une seule manière de plaire à son chef et de faire taire ses adversaires politiques, briller par des actes et non par l'éloquence du verbe. Par où est passée la gare? Car même lorsqu'on a bypassé la gare, la gestion axée sur les résultats, nous aurons toujours des résultats. Ces résultats, le cas d'espèce,
c'est l'état malheureux dans lequel la mère patrie est plongée actuellement. Par où est passée la gare, chères autorités? Voilà à l'instant notre édito du jour qui portait non pas sur la gare ferroviaire mais sur la gare en tant que gestion axée sur les résultats. Autre chose à présent, les agents de la mairie de Pointe-Noire sont rentrés en grève ce jeudi 24 octobre. Dans les entités publiques d'arrondissement, tout était désert depuis ce matin. Les portes sont restées cadenassées. On fait le point avec Irène Kouka. Il est 11 h, nous sommes aux abords de la maison communale de Vouvou, où le portail central est ouvert et constatons des mouvements de personnes faisant des allers-retours dans la mairie. Une jeune dame témoigne du fonctionnement du personnel. J'étais là pour l'enregistrement de la pièce d'identité de mon petit frère. J'ai vu quelques agents travailler et on m'a reçu, on m'a dit de repasser le vendredi. Bon, c'est un peu vide, mais quand même, ça va, il y a des agents. Il y a des agents qui sont en train de travailler. Toujours dans le même arrondissement, un autre rassure. Les gens de la mairie travaillent correctement. Il n'y a pas de grève. Et tout fonctionne correctement. Après quoi, place au 4e arrondissement Landili, où là aussi, les mouvements sont observés, comme le témoigne ce jeune homme. Les gens qui travaillent là-bas, j'avais une fiche là. J'ai remis la fiche. J'ai déposé le numéro. On a dit qu'on va m'appeler. Donc c'est ça que j'attends le coup de fil. Tous les bureaux travaillent. De même, du côté du 5e arrondissement Mogopoku, où à la différence près, on a constaté la présence d'un agent des forces de l'ordre à l'entrée principale. Selon des sources, une équipe de police serait venue plus tôt dans la matinée dissuader les agents municipaux grévistes. Signalant que une note du maire de Pointe-Noire convoque ce 7 août 2024 les agents municipaux pour une réunion d'urgence dont l'ordre du jour concerne les remous sociaux au sein de la mairie. Déportons-nous à présent dans la ville de Mossinjo. Nous sommes dans le Niari forestier pour rappeler que revenu de Brazzaville, le membre de l'Union des syndicalistes des mairies du Congo, USIMCO en sigle, a rencontré ces syndiqués de la mairie de Mossinjo pour faire la restitution des conclusions de leur discussion avec le ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local. On fait le point avec Nadine Jo, Locaté. Suite à la situation sociale des agents des mairies du Congo qui avait emmené l'Union des syndicats des mairies du Congo, USIMCO en sigle, a lancé un préavis de grève en date du 23 septembre 2024 en Kayi et à la convocation de la réunion du collège des présidents à Brazzaville du 14 au 17 septembre 2024 pour l'avis de la signature de grève, sur instruction du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Boulou, il s'est tenu dans la salle du cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé, la réunion de réévaluation des différents accords signés entre le gouvernement de la République et USIMCO, présidée par le ministre délégué. De cette rencontre, les syndicalistes de Mossinjo qui avaient fait le déplacement de Brazzaville, attendus par leurs collègues agents municipaux, se devaient de faire la restitution des conclusions. Ainsi, dans la salle de mariage, après moult explications et développement des différents points épinglés, ce qu'il faut retenir, c'est: nous, par exemple, à Mossinjo, nous sommes à 76 mois impayés. Le ministre a pris le ferme engagement d'en soumettre sur la table du gouvernement pour qu'on trouve des solutions adéquates pour que cette situation soit remédiée au plus vite. Et c'est ce qui fut fait. Et aujourd'hui, il était question que nous faisons la restitution de relever des conclusions que nous avons eues avec les membres du gouvernement et autres, et les préfets et tout le monde. Vous savez, on le dit toujours, un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais ils ont accueilli avec timidité parce que à chaque fois quand nous sortions pour ces mêmes négociations à Brazzaville, souvent ça accouche du sourire. Et que cette fois-ci, je crois que ça ne sera pas le cas.
C'est pourquoi nous les avons mis en confiance. Bon, mais le relevé de conclusion qui a été signé par le ministre parle de la fin de ce mois d'octobre. Je crois qu'à partir de la fin de ce mois, on trouvera des solutions. Restons à Mossinjo pour rappeler également que lancées il y a quelques mois les activités de la zone agricole protégée se poursuivent petit à petit avec l'intégration de nouvelles techniques de maraîchage acquises par les producteurs grâce à l'expertise du ministère de tutelle par le biais du chef de secteur agricole de la communauté urbaine de Mossinjo. Nadine Zolokate, reportage. Nous sommes dans la zone agricole protégée de Mossinjo avec à son actif 10 groupements sélectionnés. Comme vous le constatez, ici nous sommes sur la partie maraîchère. Il y a des planches et plusieurs légumes y sont plantés. Nous avons de la tomate, nous avons le poivron, les choux, de la baselle. Nous avons également aussi de la morelle blanche, de l'oignon et de l'oseille de Guinée. Tant bien que mal, avec leurs connaissances et un plus apporté par les spécialistes, les agriculteurs pour certains s'adaptent. Bon, je crois que tout marche bien pour le moment puisqu'on fait le travail qu'on fait d'habitude au champ. Et ici c'est un peu différent, c'est un jardin, il faut les connaissances, il nous manque certainement la technique. J'espère que le CESA va s'entreprendre à nous former, comme il le fait tout à l'heure pour l'utilisation de l'engrais. Je crois que progressivement, chemin faisant, il va nous aider à comprendre la chose. Nous les avons surpris en train de faire plusieurs opérations, à savoir. Ceux qui sont à côté là, ils sont en train de faire précisément la taille de la tomate, les gourmandages et le sarclobinage. Voilà. Pour un bon suivi, il faut respecter un certain nombre de choses, comme fertiliser le sol avec des excréments de bétail ou les engrais, comme c'est le cas ici. Près d'une rivière, il faut tout de même un moyen moins pénible pour arroser les jardins. C'est pourquoi, hormis les arrosoirs, ils ont été dotés de cette motopompe. Après près de 7 mois, les fruits de ce travail sont visibles. Les marchés sont inondés par la tomate, le chou et autres légumes pour le bien de la population. Et certains se retrouvent financièrement. Et oui, il y a ceux qui ont déjà vendu le légume feuille, précisément. Il y a une coopérative de l'autre côté là-bas qui ont vendu, ils avaient, je crois, au moins 4 planches de la morelle blanche. Et la planche, je crois, a donné 20 000 francs. Voilà, c'est les 4 planches qu'ils ont vendues de la morelle blanche. Et effectivement, c'est très bénéfique. C'est parce que c'est maintenant là qu'ils sont en train de comprendre qu'il y avait suffisamment d'avantages en matière de maraîchage. Quittons la ville de Mossinjo dans le Niari forestier pour la capitale politique, Brazzaville. 3 jeunes Congolais ont remporté la 4e édition du Challenge Start-Upper pour l'année 2024 organisée par Total Energy. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 23 octobre 2024 à Brazzaville sous le patronage de Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, marraine de cette édition. C'est un reportage que signe notre correspondant du côté de Brazzaville, El Staël Inkari. Lancée en mai dernier par Total Energy, la 4e édition du Challenge Start-Upper de l'année 2024 a connu son épilogue le 23 octobre à Brazzaville. Ce, en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, marraine de l'édition. Josnik Nzulu, Merci Diele et Fonkin Dombas sont les 3 heureux gagnants de ce challenge au niveau national sur les 15 finalistes qui étaient en lice. Les 3 lauréats ont reçu, en dehors des attestations, une dotation financière.
Ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. En tout cas, je suis vraiment très content d'être lauréat de ce projet. En effet, je suis porteur du projet Avitech Solaire All-in-One. Avitech Solaire All-in-One vise à créer une entreprise technologique innovante dans la filière avicole. Les 12 autres lauréats qui n'ont pas démérité seront par contre moulés dans l'écosystème des PME, a rassuré le ministre Jacqueline Didia Mikolo, tout en les invitant à la persévérance. Chers lauréats, sachez que cette fierté vous distingue. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller vers la percée, vers le sommet. Puis cette fierté qui ne doit jamais vous quitter, toujours vous rappeler la notion de discipline, de responsabilité et de persévérance qui doit guider tout entrepreneur pour que jamais vous ne vous écartiez du chemin qui mène vers l'excellence. La particularité de cette 4e édition est du fait qu'elle est spécifiquement africaine, a précisé Anne-Marie Kameni, directrice générale de Total Energy Marketing Congo. La cible du Challenge Start-Upper, c'est les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs africains de 18 à 35 ans et résidant dans l'un de ces 32 pays. Les entrepreneuses et les entrepreneurs porteurs de projets de création d'entreprises ou ayant créé une start-up depuis moins de 3 ans, avec un impact positif sur les communautés ou sur la planète, en droite ligne avec nos objectifs de développement durable. Rappelons que 12 pays ont participé à ce challenge avec 40 000 inscrits et 14 000 dossiers de candidature complets enregistrés. Au Congo, 428 inscrits, dont 261 dossiers complets et 15 finalistes ont pu présenter leur projet devant le jury local présidé par Branham Kitombo, directeur général du FIGA. Revenons à présent dans le département et ville de Pointe-Noire pour parler de la formation qualifiante. 40 jeunes désœuvrés et déscolarisés sont en formation pour acquérir durant 14 mois les outils nécessaires dans les filières techniques qui leur permettront d'affronter la vie active avec certitude dans les prochaines années, pendant qu'il y a d'autres qui courent les rues et risquent de se pervertir et plonger dans le banditisme. C'est un reportage que signe Amélia Baker et Rosima Kayandende. Sensibilisés sur la mise en place d'une plateforme de certification des transferts de fonds, les acteurs œuvrant dans ce domaine à Pointe-Noire ont été appelés à se conformer à la réglementation. Il ressort que la plupart des opérateurs des transferts de fonds exercent dans l'illégalité, car à ce jour seulement 50 se sont enregistrés à l'agence de régulation, selon son directeur général, qui évoque également les sanctions prévues dans la loi des finances 2025. Pendant que nous faisons de la sensibilisation, le Parlement a adopté une disposition qui dit ceci: il est mis en place une plateforme de certification des transferts de fonds en République du Congo. L'agence de régulation des transferts de fonds, en sa qualité d'autorité de régulation des transferts de fonds, est chargée de la mise en œuvre de ce dispositif. Tout agent exerçant dans le domaine de transfert de fonds est tenu à s'interconnecter à la plateforme opérée par l'agence de régulation des transferts de fonds. Quand nous faisons le point, nous nous rendons compte que depuis 2 ans, il y a eu 50 inscrits. On ne peut pas se satisfaire de ce chiffre. On ne peut pas, dans un pays, avoir des opérateurs qui se cachent pour recevoir les devises, on ne sait pas d'où ça vient, pour vendre les devises, pour faire les transferts en se cachant. Ce n'est pas possible. Donc, dans la nouvelle loi de finances 2025, on va mettre les sanctions. S'adressant à la communauté des commerçants d'obédience islamique, Serge Youssouf Ngolo insiste sur la nécessité pour les opérateurs de se faire enrôler en vue d'une meilleure sécurité de leurs affaires. Mes frères, mes sœurs, vous qui évoluez dans ce secteur, la main a été tendue par qui? Par le premier magistrat de la République, qui a donné des instructions, je peux dire des ordres, et de façon stricte, de façon répétée, on ne cesse de dire, cherchez à vous enrôler. Faites ça pour le bien de votre commerce. Si vous prenez le papier de l'ARTEF, après Dieu qui vous protège, ce papier devient, parce que c'est la loi, c'est la réglementation qui va protéger votre activité.
je voudrais simplement rappeler que les portes sont ouvertes. Il n'est pas encore trop tard. Cette communication conjointe de l'Agence de régulation des transferts de fonds et le Conseil supérieur islamique fait suite à la campagne de vulgarisation de la loi des finances de l'année en cours. L'actualité internationale partira du continent africain où un rapport de la Fondation Mo Ibrahim met en évidence l'arrêt de la gouvernance. Puis, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, en séjour à Kisangani, annonce le changement de la Constitution. Enfin, à l'échelle mondiale, les assemblées annuelles des pays du G24 tablent sur la façon de s'accommoder des changements climatiques et de lutter contre l'endettement excessif. Images et commentaires. En Afrique, un rapport 2023 publié mercredi 23 octobre par la Fondation Mo Ibrahim sur la gouvernance montre que les progrès en termes de gouvernance sont à l'arrêt sur le continent. Cette institution, fondée par le milliardaire anglo-soudanais, se base sur 96 indicateurs dans l'éducation, l'environnement, la corruption ou l'existence de services sociaux. En guise d'illustration, la République du Congo obtient un score de 35,1 sur 100 en gouvernance globale et se classe 46e sur 54 pays en Afrique. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, qui séjourne actuellement à Kisangani, dans le nord-est du pays, annonce une révision de la Constitution. Dans un discours de 40 minutes, ce dernier, ayant abordé les questions sociales et sécuritaires, n'a pas manqué de jouer sa partition sur le débat de la révision de la Constitution soulevé par son parti politique, l'UDPS. En économie, on évoque à l'échelle mondiale les préconisations du G24 pour tenter de résoudre le problème de la dette. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiennent du 21 au 26 octobre à Washington. À cette occasion, les pays du G24 ont dressé une série de recommandations. Objet d'inquiétude, le financement des conséquences et de l'adaptation du changement climatique auquel ces États sont particulièrement vulnérables et surtout le poids de la dette pour les économies. Au rez-de-chaussée de cette session d'information, le sport. Et il s'agira du football dans le microcosme footballistique congolais. Le délai de 8 jours émis par la FIFA pour que le comité exécutif de la FECOFOOT retrouve le siège qui lui revient de droit et le centre Digné prend fin ce jeudi 24 octobre 2024 à minuit. Dépasser ce délai, de possibles sanctions seraient infligées au Congo. Plus d'explications dans ce commentaire de notre chroniqueur sportif maison Triblanc Gaïbo. Plus que quelques heures pour que la commission ad hoc puisse rétablir le comité exécutif de la FECOFOOT dans ses droits. Un délai de 8 jours qui s'achève ce jeudi 24 octobre 2024 avant minuit pour éviter les sanctions de la FIFA et de la CAF. Des sanctions qui entraîneront la non-participation du Congo aux compétitions organisées ainsi que l'arrêt des subventions. D'ailleurs, le comité exécutif de la FECOFOOT a, dans un communiqué de presse datant de ce 24 octobre 2024, rappelé les directives à respecter pour éviter toute sanction avant de souhaiter un retour à la normale. Reste plus qu'une solution soit trouvée avant cette date d'expiration du délai de la FIFA et de la CAF pour que le football congolais ne plonge pas dans une crise sans fin. Voilà. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de MCRTV-NF, à un début convient une fin. Nous arrivons au terme de cette grande édition que vous avez certainement appréciée pour avoir bénéficié d'une gamme d'éléments de connaissances. Puissent ces informations vous apporter de la lumière. Bonne continuation des programmes sur MCRTV-NF, votre partenaire média.
MCR TV, notre partenaire média.